Bon, mais bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui, j'espère, va vous piquer un petit peu, c'est le monde des abeilles. Alors, attention, je ne vais pas vous faire un cours sur les abeilles. Je ne suis pas un spécialiste de l'abeille. Vous me posez des questions sur les frelons et le frelon asiatique. Là, je serais enchanté de vous répondre parce que c'est mon dada et c'est là où je suis bon, on va dire. Mais on m'a demandé de faire un exposé sur les abeilles. Donc, faire un exposé sur les abeilles, c'est complexe. Ça dépend de quoi on veut parler. Alors, on pourrait envisager 20 heures, 50 heures, 100 heures à parler d'abeilles sur plein de questions différentes. Alors, je suis parti de l'idée que vous êtes un peu comme moi initialement, vous ne connaissez pas grand-chose à l'abeille. Et l'idée, c'est de vous parler de l'abeille ou des abeilles et de vous montrer des petits focus sur plein de questions différentes pour que derrière, vous ayez une vision un peu plus large sur l'animal. Alors, je me présente, je ne l'ai pas fait, je vois ça sur mon nom sur la diapo. Donc, je m'appelle Éric Darouzé, je suis enseignant-chercheur à la fac de Tours, à Grandmont, et je travaille en recherche sur les insectes. Et effectivement, donc c'est l'IRBI. Et moi, je travaille pas vraiment sur le modèle de l'abeille, même si je suis apiculteur depuis quelques mois, mais je travaille sur un des prédateurs de l'abeille, qui est le frelon asiatique, qui pose de gros soucis. Donc, je vais vous parler non pas du frelon, mais de cette petite bébête-là, qui est l'abeille. Alors, qui est-elle? C'est quoi cet insecte? Si on parle du monde des abeilles, en fait, on a affaire à deux systèmes, deux grands groupes d'insectes. Vous avez ici les abeilles qu'on appelle solitaires. Alors, vous les connaissez certainement, hein, vous les voyez sur les fleurs. Vous avez ici un xylocope, par exemple, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'abeille charpentière. Vous connaissez peut-être l'osmie. Vous savez, l'osmie, c'est celle qui vous fait des petits nids dans vos trous de fenêtre et qui parfois sont un peu inquiétants. Ça ressemble à un bourdon, si vous voulez, si on ne fait pas attention. Donc là, ces abeilles-là sont des abeilles solitaires, c'est-à-dire qu'elles vivent toutes seules et elles vont simplement rencontrer un congénère que lors de l'accouplement. Et ensuite, chacun part de son côté, et les femelles vont aller pondre leurs œufs dans des petites structures qu'elles vont construire, et ensuite, elles vont vivre leur vie. Alors, dans ces abeilles solitaires, on a un peu plus de 20 000 espèces décrites à l'heure actuelle au niveau mondial, et je dis 20 000 espèces qu'on connaît. Il y en a certainement peut-être 10 fois plus, on ne sait pas. Et rien qu'en France, on a à peu près 1 millier d'espèces. Si je me mets au niveau européen, on a à peu près 2 fois plus d'espèces connues. Mais à côté de ces abeilles, où il y a, comme vous voyez, 20 000 espèces, il y a pléthore de bestioles différentes, vous avez l'abeille que vous connaissez. L'abeille qui est intéressante parce qu'elle va vous faire du miel, c'est ce qu'on appelle l'abeille mellifère. Et cette abeille-là, qui en général les gens connaissent bien en termes de rucher, ou quand vous allez voir un apiculteur pour lui acheter du miel, eh bien, ce sont des abeilles sociales. C'est-à-dire, ce sont des insectes qui vivent en groupe. Alors, si je remets ma première image, c'est ça, hein, c'est un groupe d'individus, en fait, qui vivent ensemble et qui sont tous apparentés. Donc, ces insectes font partie de l'ordre des hyménoptères, si vous êtes intéressé dans le monde merveilleux des insectes, la famille des apidés. Mais la différence ici des espèces abeilles solitaires, les abeilles sociales, on a à peu près 7 espèces. C'est beaucoup plus réduit. Alors, dans ces espèces, vous avez aussi des sous-espèces qui permettent d'avoir un peu plus de variabilité génétique. Mais ce sont elles qui nous intéressent, notamment pour faire des activités apicoles, pour produire différents produits. Et je vais faire un focus là-dessus. On va parler abeilles sociales. Alors, quand on parle abeilles sociales, d'abord, il y a un point à élucider, c'est qu'est-ce qu'on entend sous ce terme de social? De quoi il s'agit? Eh bien, en fait, on parle d'insectes eusociaux. Ce sont des vrais sociaux, à la différence de nous. C'est-à-dire que, en fait, pour qu'un insecte appartienne à ce groupe des insectes sociaux, il faut qu'il réponde à 3 critères. La division du travail, il faut qu'il y ait une répartition des tâches en termes de reproduction, et il y a juxtaposition de plusieurs générations d'individus au sein de la colonie. Voyons, ça tousse chez vous, hein? Waouh! Ça sent le Covid, là, je ne sais pas, mais... Donc, division du travail. Là, je vous montre un insecte qui n'est pas du tout une abeille, hein, mais j'ai fait exprès. Ça, c'est un termite. C'est un genre Macrothermes qu'on a dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en Afrique, par exemple. Mais au moins, c'est bien visible. Vous avez la reine mère. Elle est à l'origine de tous les individus au sein de la colonie. C'est une machine à pondre. C'est une usine à ponte, en fait. Et vous avez ici un mâle qui est le mâle reproducteur, hein, qui fait que s'accoupler avec la femelle. Et vous avez d'autres individus qui sont leurs enfants. Vous avez des ouvriers, ici, qui font que bosser, si vous voulez, qui se chargent d'aller chercher de la nourriture, de construire, de nettoyer, de s'occuper de leurs parents, etc.
Et vous avez des soldats dont le job, c'est de défendre la colonie contre une autre espèce, telle que des fourmis, par exemple, dans le monde des termites. Donc, un insecte social, eusocial, c'est-à-dire le vrai social, on a ce dispatching en termes d'activité au sein de la colonie. Chacun a un job à faire. Et, deuxième effet, on a une caste stérile. C'est-à-dire, dans la plupart des espèces, et l'abeille, on est en plein dedans, il n'y a que la reine qui pond. Toutes les ouvrières qui sont ses filles ne se reproduisent pas. Elles sont toutes des ouvrières, dont on reparlera tout à l'heure. Et troisième aspect, on a juxtaposition de plusieurs générations, c'est-à-dire, vous allez voir quelle est la durée de vie d'une ouvrière, c'est à peu près 1 mois, un peu plus sur la période hivernale, mais ça veut dire que vous allez avoir tous les jours des ouvrières qui vont émerger au stade adulte et qui vont rentrer dans les activités au sein de la colonie. Donc on a comme ça juxtaposition de plein de générations qui se suivent. Alors parlons de colonie, c'est ce terme que j'ai employé. Quelle est la structure coloniale? Alors dans une colonie d'abeilles, vous avez 2 castes. La caste des ouvrières, donc vous avez une ouvrière ici, et la caste des reproducteurs, c'est-à-dire la reine, la mère, c'est la maman, celle qui pond tous les individus, et la caste des mâles, qui eux ont comme seule activité connue, c'est de se reproduire avec des futures reines. Donc ils ont le beau rôle. La reine ne fait que pondre, et les ouvrières font toutes les activités nécessaires à la survie de la colonie. Alors, en termes d'activité sur les ouvrières, quand je vous disais toutes les activités, eh bien, en fait, c'est elles qui vont construire le nid, c'est elles qui vont l'entretenir, c'est elles qui vont apporter de la nourriture à tout le monde au sein de la colonie, ce sont elles qui vont également nourrir la reine, et elles vont s'occuper, un petit peu, sans trop le faire de toute façon, un peu des mâles à un moment donné. Alors que la reine et les mâles, eux, ne servent qu'à la reproduction, uniquement à ça. Et effectivement, les ouvrières sont inhibées par leur mère, avec des phéromones spécifiques de reine, et du coup, elles ne peuvent pas se reproduire. Elles n'ont pas un tractus génital opérationnel, donc elles ne pondent pas, en fait. Et elles ne s'accouplent pas, évidemment. Alors, dans une colonie, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, vous avez... Alors, une colonie, c'est ça. Un nid d'abeilles, c'est simplement ça, on en parlera tout à l'heure, ce sont des galettes en cire verticales sur lesquelles sont posées les ouvrières. Donc, au sein d'une colonie, vous allez avoir une reine qui est à l'origine de l'ensemble des individus, à un moment donné en tout cas. À l'intérieur, on peut avoir des mâles, 300 à 400 mâles, et le rôle de ces mâles, c'est de quitter le nid pour aller chercher des futures reines avec qui s'accoupler. Et enfin, la grosse masse d'insectes que vous voyez ici, ce sont des ouvrières, c'est-à-dire qu'une jolie colonie d'abeilles, enfin abeilles, j'allais dire en Europe, Apis mellifera, vous avez entre 20 000 et 50 000 ouvrières. Ça, c'est une jolie colonie. En dessous, c'est une colonie un peu faible. Alors, quel est le cycle biologique de ces insectes? Comment ça marche, en fait? Alors, de manière toute simple, ici, vous avez les alvéoles. La reine, ici, va pondre un œuf. Ensuite, l'œuf va éclore pour donner une larve, du premier stade larvaire. Cette larve va grandir au cours du temps en étant nourrie par les ouvrières. Donc, elle va croître en taille. Au dernier stade larvaire, une ouvrière va lui fermer son alvéole, donc un opercule de cire. La larve va entrer ce qu'on appelle en nymphose, c'est-à-dire qu'elle va acquérir une morphologie qui ressemble à l'adulte. Donc il va falloir quelques jours pour que ça mature et qu'elle obtienne vraiment sa belle morphologie adulte et qu'elle soit opérationnelle. Ensuite, elle va percer l'alvéole. L'alvéole, je veux dire le bouchon qui bouche l'alvéole, et elle va sortir au stade adulte directement, qu'on appelle également l'imago dans le monde des insectes. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail sur la structure, sur le cycle biologique de l'animal, vous allez avoir les 3 types d'insectes dont je vous parlais, c'est-à-dire ici les mâles, les ouvrières et les reines. Donc en fait, si on part du J0, c'est-à-dire à la ponte de la reine, en quelques jours, on va avoir éclosion du premier stade larvaire, à J3, 3 jours. Ensuite, on passe par différentes mues larvaires. Au 11e jour, à peu près, ça rentre en nymphose, c'est-à-dire l'opercule est fermé, l'animal fait son dernier stade de développement qui est la nymphe, et au bout de quelques jours, on a les adultes qui vont émerger. Donc la reine, en moyenne, ça va être à peu près 14-15 jours. Une ouvrière, on est au-delà de 20 jours,
et un mâle 1 jour de plus, 1 ou 2 jours de plus. Tout dépend des conditions environnementales. Les mâles, on les appelle également des faux bourdons. Ne me posez pas la question pourquoi, à part ça ressemble un petit peu, mais enfin, il faut un peu d'imagination. Mais c'est... Bon, moi, en tant que scientifique, j'appelle ça des mâles, je n'appelle pas ça des faux bourdons. C'est plutôt un terme d'apiculteur, en fait. Et la durée de vie de ces individus, alors une ouvrière, ça vit en moyenne entre 30 et 40 jours en période d'activité extérieure, pas pendant l'hiver. Et là, donc ça vit 1 mois en gros, hein, 1 mois ou plus si on est en hiver, mais ça vit 1 mois en printemps à automne. Et une reine, elle va vivre quelques années. On dit 3-4 ans en moyenne. On peut avoir des cas où elles vivent plus longtemps, d'autres un peu moins longtemps, tout dépend des pathologies qu'elle peut avoir, mais en moyenne 3-4 ans. Si je prends la reine, elle va faire ce qu'on appelle la gamétogenèse, elle va produire des ovules, c'est-à-dire que son tractus génital est opérationnel. Les mâles, pareil, mais eux, ils vont produire des spermatozoïdes, évidemment. Et lors de ce qu'on appelle le vol nuptial, la reine va s'accoupler avec des mâles à l'extérieur, en vol. À ce moment-là, on va avoir accouplement, c'est-à-dire qu'elle va s'accoupler avec plusieurs mâles, récupérer les spermatozoïdes, les stocker dans une spermathèque pour les utiliser après, au cours du temps, sur les mois qui suivent derrière. Donc on va avoir fécondation des œufs, enfin des ovules si vous préférez, par un spermatozoïde, et si on a un œuf fécondé, on obtient soit une reine, soit une ouvrière. Par contre, si l'œuf n'est pas fécondé, l'œuf se développe, à la différence de chez nous, et on obtient un mâle. Les mâles sont haploïdes et les femelles sont diploïdes. Alors la question existentielle qu'on peut se poser derrière, c'est finalement une reine, que ce soit une fourmi, une abeille, une guêpe, un frelon, un bourdon, etc., va pouvoir contrôler son sexe ratio de ponte, c'est-à-dire produire soit des mâles, soit des filles, simplement en décidant de fertiliser, enfin de féconder ou non l'œuf avec un spermatozoïde. Pardon. Désolé. Tout simplement en fertilisant ou non l'œuf avec un spermatozoïde. Donc si elle fertilise l'œuf, féconde l'œuf avec un spermato, ça fait une fille. Si elle n'utilise pas de spermatozoïde, elle va pondre un mâle. Donc comme ça, elle contrôle sa descendance en quelque sorte. La question derrière, c'est comment va-t-elle contrôler la production d'ouvrières et de reines, futures reines, sachant que ce sont des femelles. Eh bien, elle ne contrôle pas. Ce sont les ouvrières qui, elles, vont décider qu'est-ce qu'elles vont fabriquer. Tout simplement via l'alimentation. C'est-à-dire que si la reine a pondu un œuf fécondé, qui va donner une fille, eh bien, en fonction du régime alimentaire que va avoir les différentes larves au cours de leur développement, eh bien, ça va orienter, si vous voulez, l'individu vers la production d'une ouvrière ou d'une future reine. Donc, un régime d'ouvrière, eh bien, on va avoir un peu de miel, un peu de gelée royale, mais sans plus au début du développement, alors que pour une future reine, elle sera alimentée exclusivement avec de la gelée royale, c'est-à-dire une sécrétion des ouvrières particulière qui est très riche en nutriments. Et la conséquence, c'est que le développement de la reine avec cette alimentation très riche va être beaucoup plus rapide par rapport à l'ouvrière. On a quelques jours de différence. Alors, vous voyez l'exemple, c'est 13 jours sur cet exemple, 18 jours pour les ouvrières. Et ensuite, on obtient les 2 filles, et ces 2 filles vont avoir des différences morphologiques. La reine sera légèrement plus grande, elle est capable de produire de la phéromone royale, notamment. Elle a une durée de vie plus importante. Bon, après, il va y avoir son alimentation qui va jouer grandement. Mais surtout, elle a des ovaires qui sont actifs. Et les ouvrières, elles sont involuées. Alors parlons un peu des ouvrières maintenant. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces braves bêtes? Eh bien, une grosse différence, outre le fait d'avoir un tractus génital opérationnel ou non, ça va être les pattes. Vous avez ça sur un vieux dessin là, du 19e siècle, début 20e. Eh bien, en fait, elles ont une structuration, une anatomie un peu différente qui fait qu'elles vont être spécialisées sur une activité, notamment la collecte de nectar, la collecte de pollen, et notamment le stockage de pollen sous la forme de petites billes de pollen ici, au niveau des pattes. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail maintenant de leurs activités, quelles sont les activités des ouvrières? Je vous écris plein d'activités. Elles font tout, ces bravettes, sauf la ponte. Alors, quand je dis elles font tout, qu'est-ce qu'elles vont faire? Le ménage, elles vont être nettoyeuses, elles vont être nourries, c'est-à-dire qu'elles vont nourrir les larves et la reine aussi. Elles vont être manutentionneurs, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer du nectar apporté par des sœurs pour dispatcher ça entre les différentes nourrices. Butineuses, si elles vont à l'extérieur chercher la nourriture.
architectes, c'est-à-dire qu'elles vont construire le nid, on en parlera après, et ventileuses, c'est-à-dire qu'elles régulent la température au sein du nid en battant des ailes pour faire des mouvements d'air, pour essayer de maintenir une température relativement constante. Et vous avez les gardiennes qui, elles, sont chargées de la défense du nid contre toute intrusion, notamment l'apiculteur s'il est mal équipé, par exemple. Alors, si on regarde en termes d'activité, il y a une chose qui est assez extraordinaire avec les abeilles, c'est qu'elles passent quasiment toutes sur toutes ces fonctions. Et on s'est rendu compte que toutes ces activités qu'elles ont sont corrélées à leur âge. C'est-à-dire qu'au premier jour de stade adulte, la J2, elles vont nettoyer, hein, les tâches un peu ingrates, elles vont être nettoyeuses. Ensuite, elles vont s'occuper du couvain. Ensuite, à J14, elles vont pouvoir être un peu plus fortes et elles vont ventiler au sein du nid en été pour maintenir la température constante. En même temps, certaines peuvent passer du stade de ventilation à transfert de nectar, où elles vont faire directement transfert de nectar et pas ventilation, ou l'inverse. À partir de ces jours-là également, certaines vont se mettre à construire le nid, je vous expliquerai après. À partir du 20e jour, à peu près, certaines vont être les gardiennes du nid. Et plus on avance dans l'âge, plus les femelles vieillissent, et moins elles sont cruciales pour la colonie, d'une certaine manière. Et du coup, elles vont changer d'activité et sortir du nid, à partir de 24 jours à peu près, pour aller butiner. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans les activités des individus au sein d'une colonie, vous avez une tâche qui vous est allouée en tant qu'individu, qui est fonction de votre âge. Donc on a une évolution, comme ça, temporelle. Et on s'est rendu compte, ce que je vous écris ici, qu'on peut avoir un retour possible, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi je prends une bâtisseuse, elle peut devenir, va s'occuper du soin ou la ventilation, et tout ça en fonction des besoins de la colonie. Donc rien n'est écrit, n'est gravé dans le marbre, en fait. On peut avoir des passages de l'un à l'autre, voire même, si on a un gros besoin de butineuse, eh ben on va sauter le stade intermédiaire, et des bestioles qui sont au stade ventilation, par exemple, ou même au niveau des soins, peuvent passer aux butineuses. Donc en fait, les choses ne sont pas tout à fait figées. Mais en tout cas, on a bien cet effet temporel. La reine, elle, comme je vous disais, son rôle, ben c'est très simple, c'est pondre. Sauf qu'on a deux situations pour avoir une reine. Et en fait, ce sont elles qui décident. C'est-à-dire que, comme je vous disais, ce sont les ouvrières qui vont nourrir différentiellement des larves pour produire une reine ou pour produire une ouvrière. Donc c'est elles qui ont la décision. C'est-à-dire qu'on a deux situations possibles. Soit la reine, elle est trop vieille, elle pond quasiment plus, elle est un peu grabataire, si vous voulez, ou alors elle vient de mourir. Donc là, pour la colonie, c'est une catastrophe, parce que la reine, c'est la seule qui pond. Donc les ouvrières vont décider, s'il y a encore des larves au sein de la colonie, elles vont les nourrir avec de la gelée royale pour produire de futures reines qui vont remplacer la reine-mère. On a aussi une deuxième situation, c'est la reine, par exemple, qui, pour différentes raisons environnementales, a quitté le nid. Elle a fait un essaimage. Elle a quitté le nid et elle est partie avec quelques individus, des centaines ou des milliers d'ouvrières qui ont suivi le mouvement, pour aller fonder un nid ailleurs. Et toutes les ouvrières qui sont restées dans la colonie initiale, où il y a du couvain encore, c'est-à-dire des larves en développement, eh bien, il leur faut une reine, sinon c'est la fin de la colonie. Donc elles vont nourrir différentiellement ces larves pour produire de futures reines. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs stades que je vous ai numérotés ici. Le premier niveau, les ouvrières vont construire ce qu'on appelle une cellule royale. Ici, vous avez les alvéoles que vous connaissez sur les galettes. Et elles vont faire cette petite urne où, en fait, elles vont positionner une larve et elles vont la faire baigner dans la gelée royale. Et la larve, en fait, va manger en fait, cette nourriture super énergétique. Elles ne vont pas faire ça sur une larve, elles vont en faire plusieurs. On va avoir entre 3 et 5 larves mises dans des urnes pour faire des futures reines, ou parfois même plus. Enfin, ça, c'est assez variable. Deuxième aspect, comme je vous disais, nourriture différentielle. Alors, vous voyez ici deux urnes qui ont été ouvertes. Là, vous avez les deux larves, ici. Et le blanc, là, dans lequel elles baignent, ce liquide un peu visqueux, un peu blanchâtre, c'est de la gelée royale. Donc dedans, on a plein de nutriments, on a des lipides, des glucides, des acides aminés, des peptides, des vitamines. Bon, c'est quelque chose de très énergétique et qui fait que derrière, ça va créer des individus un peu particuliers. Une fois que c'est fait, ces larves vont se développer. À un moment donné, elles vont être enfermées dans leur alvéole, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et c'est là où les choses se gâtent. C'est-à-dire que dans une colonie, il y a une seule reine.
On appelle ça des colonies monogynes. On n'a pas de la polygénie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs reines qui coexistent au sein de la même colonie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai écrit à Youpi chez la première future reine qui sort, la première chose qu'elle va faire, elle va tuer toutes les autres. Elle va éliminer toutes les compétitrices. Comme ça, elle est la seule. Comme ça, pas de problème. Alors effectivement, s'il y en a deux qui sortent en même temps, bon là c'est un peu plus compliqué, là c'est du combat mortel. Elle rentre au combat. Alors derrière, qu'est-ce que fait la future reine? Je vous ai dit, elle vient d'émerger, elle est toute seule, super, c'est elle qui va devenir la patronne de la colonie, si on veut, mais il lui faut des spermatozoïdes. Donc ce qu'elle va faire, on parle de vol d'essaimage, elle va sortir de la colonie, elle va s'envoler et émettre des phéromones. Et tous les mâles qui sont dans l'environnement, même parfois à des kilomètres, vont percevoir la phéromone de la reine, ils vont accourir à tire d'aile pour venir féconder la reine. Et elle va s'accoupler avec 10 à 20 mâles durant ce vol d'essaimage. Et ensuite, elle va rentrer à sa colonie avec un stock de spermatozoïdes. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se mettre à pondre dans toutes les alvéoles disponibles. Vous voyez ici, ça ce sont des œufs qui sont dans les alvéoles. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'une usine à œufs, ben, l'exemple d'une reine d'abeille, c'est 2000 œufs par jour en moyenne. Donc ça pond, ça produit pas mal. Alors après, attention, dans le monde des insectes, vous avez l'exemple tout à l'heure de la reine termite, c'est beaucoup plus. Hein. C'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'œufs qui peuvent être pondus par jour. C'est autre chose. Alors quand on parle de colonies, là j'ai essayé de simplifier pour le cycle biologique, j'espère que c'était clair. Maintenant, on va parler de différents aspects. Quand on parle de colonies d'insectes ou d'insectes qui vivent en société, il y a un point qui est crucial, qui est majeur, que vous vivez tous les jours. C'est l'aspect communication. Qu'est-ce qui va entraîner une cohésion entre individus? C'est l'aspect de communiquer entre soi et de transférer des informations. Et bien chez l'abeille, c'est pareil. Et vous connaissez forcément la danse de l'abeille. Qui n'a pas entendu ça? Donc la danse des abeilles, c'est une découverte assez ancienne, hein, 1940. Et en fait, la danse des abeilles, vous avez des ouvrières qui rentrent dans le nid. Bon, là, j'ai mis une ruche, bon, c'est pas un vrai nid, mais c'est un nid qu'on a aidé à développer. L'ouvrière va rentrer dans son nid, dans sa ruche, et elle va faire des mouvements sur les galettes qui sont, je vous rappelle, verticales. Et il y a différents types de mouvements. Donc de manière simple, et le job de la danse, c'est de prévenir les sœurs où elle a trouvé de la bouffe. C'est où a-t-elle trouvé de la nourriture, pour que les sœurs soient recrutées et viennent l'aider à récupérer la nourriture avec elle. Donc on peut avoir une danse très très simple, où les abeilles vont juste faire des cercles sur la surface de la galette. Et quand elle fait ce type de danse, ça veut dire qu'elle a trouvé une ressource nutritive pas loin, à proximité de la ruche, enfin du nid si vous voulez, à moins de 100 mètres. Ce qui fait que ces petites sœurs, quand elles vont voir leurs collègues tourner comme ça, elles vont sortir et elles vont rechercher à proximité du nid où il y aurait une source de nourriture. Eh bien, ça tousse, c'est impressionnant. Vous n'êtes pas sains, vous, ici. Hein. Mes étudiants en sciences, ils toussent moins. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je surveille les fois prochaines, d'ailleurs. Ils ne sont pas vaccinés. Oh, vous êtes tous malades, en fait, c'est ça. Non, je comprends mieux. Bon, donc l'idée, c'est qu'elles vont sortir, et comme j'ai mis sniff-sniff, elles vont chercher des odeurs. En fait, il faut imaginer qu'une abeille, comme tout insecte d'ailleurs, c'est un système de récepteurs chimiques sur les antennes, et c'est des fameux nez très fins, ça perçoit des molécules en quantité infinitésimale dans l'atmosphère. Et du coup, par leur capacité, je dirais, sensorielle, elles vont pouvoir repérer rapidement une source de nourriture à proximité. Donc ça, c'est dans la zone des 100 mètres. Maintenant, une abeille peut aller beaucoup plus loin. Elle va chercher la nourriture dans la zone de 1000-2000 mètres autour du nid. Et s'il n'y a rien, elle peut même aller jusqu'à 10 000 mètres au-delà du nid. C'est quand même une sacrée compétence. Mais comment vont-elles faire pour dire à leurs collègues « j'ai trouvé de la bouffe » Eh bien, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle la danse en forme de 8. C'est-à-dire que l'abeille, par rapport à la verticale des alvéoles, va se mettre selon un certain axe et former des 8 comme ça, dans ce sens-là. Et l'axe, l'angle alpha avec la verticale de la galette, correspond en fait à la sortie de la ruche, à l'angle entre le soleil et la ressource de nourriture.
C'est-à-dire que les sœurs ouvrières de l'abeille, en mesurant, en observant l'angle que fait leur collègue, eh bien, si elles sortent, elles repèrent le soleil, elles prennent le même angle et elles volent selon cet angle. Alors, ce n'est pas encore aussi simple. Derrière, vous allez avoir plein d'informations. C'est-à-dire que si l'abeille, en faisant cet angle-là, part vers le haut, ça veut dire que la source de nourriture, c'est un angle par rapport au soleil, mais en direction du soleil. Si la danse part vers le bas, comme ça veut dire que la ressource de nourriture est opposée au soleil. Donc déjà, ça vous donne une direction. Ensuite, en fonction de du nombre de tours que l'animal va faire sur ce 8, ça indique la richesse de la nourriture. Plus elle va faire de tours, avec ce 8, plus la ressource nutritive est intéressante et riche. Et en même temps, les ouvrières qui dansent, ou les ouvrières, parce qu'il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, vont frétiller de l'abdomen, et ça va donner des informations sur la distance. C'est-à-dire en fonction comment on appelle ça, de la fréquence de vibration, la vibration du battement de l'abdomen, ça donne une indication de la distance où est la nourriture. Ce qui fait que les ouvrières, en regardant leurs collègues, là, elles savent quelle direction prendre, quel est l'intérêt, je dirais, de la ressource nutritive, et surtout à quelle distance à peu près, elles doivent aller. Ça, c'est le premier système de communication, la fameuse danse des abeilles. Mais ce n'est pas aussi simple. On a aussi d'autres systèmes de communication. Vous avez aussi un système de communication qui est plutôt généraliste, qui est la communication chimique. C'est-à-dire que les insectes, ce qui est très courant dans le monde des insectes d'ailleurs, vont communiquer via l'émission et la perception de molécules, ce qu'on appelle les phéromones. Alors, on a un premier type de molécules, un premier groupe de molécules, que moi j'appelle les phéromones de contact. C'est en quelque sorte la signature chimique des insectes. C'est une carte d'identité. C'est-à-dire que si je prends un insecte, alors j'ai mis un frelon, désolé, dessus, sur le corps, l'animal va avoir tout un ensemble de molécules qui sont des hydrocarbures. C'est-à-dire des alcanes méthylés, des alcènes. Donc, vous connaissez vos cours de chimie. Donc ces molécules-là, on peut en avoir une centaine différentes. Et selon l'identité chimique des molécules et surtout selon la quantité relative de chaque hydrocarbure, ça donne l'identité à l'insecte. Et ce système de communication par contact, de reconnaissance, est super puissant. Alors ces molécules, en fait, qu'on appelle les hydrocarbures cuticulaires, ont en fait deux rôles. Premier rôle, c'est des lipides. Donc c'est une barrière chimique qui protège l'insecte vis-à-vis des pertes en eau. Donc c'est un rôle physique, j'allais dire en guillemets tout bête, mais qui n'est pas si bête. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi, parce que moi je travaille sur ces questions-là, c'est que ces molécules, comme je vous l'ai indiqué, c'est une signature chimique. Ça veut dire que ça permet tous les phénomènes de reconnaissance interspécifiques et intraspécifiques. C'est-à-dire, vous avez une signature chimique qui est propre à l'espèce, chaque insecte a sa propre signature chimique. On a une signature chimique qui est propre au sexe. Les mâles et les femelles n'ont pas la même signature chimique, c'est-à-dire qu'une femelle, par exemple, la reine, quand les mâles sont venus la voir pour s'accoupler avec elle les a repérés visuellement, mais elle les a identifiés aussi via leur signature chimique. Donc elle sait à qui elle a affaire. Ensuite, on a une signature chimique qui est coloniale. Chaque individu de la nature, insecte social, chaque individu d'une colonie, genre abeille par exemple, a une signature qui est propre à sa colonie. Ce qui veut dire que deux individus qui se croisent, ils s'identifient, espèce, sexe, et surtout, est-ce qu'ils sont frangins ou pas, enfin sœurs ou pas, est-ce qu'ils viennent de la même colonie ou pas. Et au sein d'une même colonie, on a aussi une signature chimique de caste, c'est-à-dire dans un environnement obscur, par exemple, dans une ruche ou dans une fourmilière souterraine ou n'importe quoi, les individus vont se tapoter avec leurs antennes, ce que je représentais ici avec les antennes à proximité, et en rouge, ce sont les hydrocarbures cuticulaires. Eh bien, les individus, dans l'obscurité totale, peuvent s'identifier et savoir à qui ils ont affaire. De la colonie, mais également s'ils ont affaire à un reproducteur, à une ouvrière, à un soldat, si on parle des termites, etc. Et ce qu'on a montré chez l'abeille, c'est une étude qu'on a fait il y a quelques années avec des collègues en Inde, c'était Apis cerana, l'abeille asiatique, on avait montré que la signature chimique des ouvrières, je vous ai dit, elles avaient différentes tâches en fonction de l'âge. Eh bien, elles ont chacune une signature chimique propre. C'est-à-dire que la signature chimique est une structure dynamique. Ça veut dire que quand vous croisez un individu, quand une abeille croise une congénère ouvrière,
en analysant sa signature chimique, elle va récupérer tout un ensemble d'informations, à savoir si c'est une sœur, donc la même colonie, et quel est le boulot de la fille qui est en face. Est-ce que c'est une fourrageuse, une nettoyeuse, une gardienne, etc. Donc c'est un système qui est très puissant, on va dire, mais c'est de la reconnaissance. À côté de ça, vous avez d'autres molécules qui sont aussi utilisées dans la communication et qui sont des phéromones réels, c'est-à-dire communication à distance. Donc là, vous connaissez les phéromones sexuels, phéromones d'alarme, c'est-à-dire un insecte. Ben, la reine, tout à l'heure, qui allait chercher des mâles pour s'accoupler, eh ben, elle les a appelés, mais en produisant des phéromones sexuels pour dire ben, venez les mecs, j'ai envie de faire connaissance. Si on prend une ouvrière qui vous voit approcher d'une ruche, alors amusez-vous à faire ça, mais ne le faites pas, vous secouez les bras, vous secouez la ruche, si vous voulez. Alors, les apiculteurs qui sont sur Teams, ils doivent hurler à l'horreur totale. Mais si vous faites ça, vous allez vous faire attaquer par les ouvrières. Mais les ouvrières, il y en a une qui va vous attaquer, c'est-à-dire les gardiennes. Mais pour se faire seules, bon, c'est pas super. Elles vont recruter leurs copines. Pour ce faire, elles vont elles vont émettre, pardon, la phéromone d'alarme, ce qui fait que les autres ouvrières vont percevoir la phéromone d'alarme, elles vont dire « Ah tiens, il y a un problème », elles vont rappliquer et elles vont attaquer en masse. Donc évitez d'aller jouer sur une ruche, entre nous. Vous avez aussi les phéromones de reine qui interviennent dans ce qu'on sait en tout cas, dans le blocage du tractus génital des ouvrières. Ce qui fait que quand il y a une reine dans une colonie, elle est toute seule, elle pond et elle bloque les filles. Quand il n'y a plus cette phéromone de reine, parce que la reine est morte ou elle est partie par exemple, les ouvrières se disent « Ah tiens, il y a un problème, donc on va faire une reine ». Et on revient à ce que je vous racontais tout à l'heure dans la production des reines. Autre aspect sur les colonies, c'est le nid. Je vous ai parlé de nid tout à l'heure. Alors, est-ce qu'un nid d'abeilles, ça ressemble à ça? En général, les gens disent, bah oui, ça ressemble à ça, c'est ce que font les apiculteurs. J'ai des abeilles ici, des abeilles ici. Alors, à titre indicatif, quand vous avez une grappe d'abeilles comme ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a un prédateur extérieur. Notamment, on voit ici le petit point noir, c'est un frelon asiatique. Donc ça, est-ce que c'est le nid d'abeilles? La réponse est non. C'est ce qu'on fait en élevage. C'est un peu de l'agriculture, en quelque sorte. Mais un nid d'abeilles, ça ressemble à ça. Comme je l'ai montré sur d'autres photos, c'est simplement des galettes qu'on voit ici ou ici. C'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure, celle-ci d'ailleurs. C'est des galettes verticales, produites par les ouvrières, et elles se développent dessus. Et même parfois, si vous avez un peu de chance, si vous fermez vos volets et vous y touchez pas pendant quelques temps, vous pouvez même avoir des colonies qui s'installent entre la fenêtre et les volets. C'est cool ça, vous avez une vitrine pour regarder vos abeilles. Enfin, vous n'ouvrez pas la fenêtre, sinon ça va être un peu problématique. Donc voilà à quoi ressemble un nid d'abeilles en fait. Alors comment ça marche? C'est simplement, rappelez-vous quand tout à l'heure j'ai parlé des ouvrières, ce sont les bâtisseuses. C'est-à-dire que les bâtisseuses, en fait, vont avoir, alors au cours du temps, maturation de certaines glandes, notamment les glandes ciliaires qu'elles ont sur la face ventrale de l'abdomen. On a 4 paires de glandes ciliaires, mais pendant 15 jours, elles ne sont pas opérationnelles. Donc la femelle ne peut pas être bâtisseuse. Elle est incapable de produire de la cire. Mais par contre, dès que ces glandes ont maturé, elles deviennent fonctionnelles, et du coup, l'ouvrière peut changer d'activité, j'ai pas dit doigt, elle peut changer d'activité selon les besoins, et produire cette cire qui va sortir au niveau de ses glandes. Et ce que va faire l'animal, avec ses pattes postérieures, elle va récupérer la production cirière, elle va faire une petite boule avec ça, qu'elle va ramener avec ses pattes antérieures au niveau des mandibules, et ensuite elle a juste à déposer sur le nid pour construire le nid. Alors un nid, ça ressemble à quoi? Après, si on regarde en détail, ici vous avez un cadre de ruche, bon, c'est là-dessus qu'elles ont construit. Là, je vous ai mis un nid de bourdon pour vous montrer un autre exemple avec un autre type d'abeille, mais c'est à peu près la même philosophie. À la différence des guêpes et des frelons, où toutes les alvéoles ne servent qu'au développement de larves, les abeilles, elles stockent de la nourriture. C'est-à-dire que le miel, quand on leur pique leur bouffe, tout simplement. C'est-à-dire que si je prends un cadre ici, au milieu, ici, vous avez en partie inférieure ce qu'on appelle le couvain, c'est-à-dire là où la reine a pondu, ce que je vous racontais tout à l'heure, notamment. Autour, elles peuvent stocker, vous voyez la couleur qui est différente, c'est pas operculé, elles peuvent stocker du pollen, c'est une ressource de protéines en quelque sorte. Et au-dessus, vous avez, on voit ici le liquide, ici, c'est du miel. C'est-à-dire un extrait de nectar qu'elles ont plus ou moins fait évaporer en rajoutant des sécrétions salivaires. Donc elles vont changer la teneur en eau, et après elles vont operculer, vont fermer ça, et c'est du stockage de nourriture, du stockage de sucre pour l'hiver, tout simplement.
Les bourdons, c'est pareil. Vous avez des urnes ici où elles stockent des larves, et des urnes, comme on voit ici, où elles vont stocker aussi du miel. Les bourdons font du miel. Mais les bourdons vont faire quelques grammes de miel, c'est-à-dire de la nourriture pour quelques jours de survie de la colonie, alors que l'abeille, elle peut stocker des kilos de miel, c'est-à-dire pour passer tout l'hiver, même voire au-delà. Alors, vous connaissez, quand on parle du nid d'abeilles, ou si vous êtes aussi fanat comme moi des guêpes et des frelons, vous connaissez les nids de guêpes et de frelons. Toutes ces structures de nid ont une structure d'alvéole, que sont les structures hexagonales, à 6 côtés. La grosse question existentielle de pas mal de scientifiques a été de dire, mais comment elles font ça? D'où vient cette structure hexagonale? Pourquoi à 6 côtés? Et pourquoi est-ce aussi régulier et aussi joli finalement? Parce qu'en termes architectural, c'est un sacré job. Alors, si on regarde l'alvéole, si je fais un petit zoom, c'est tout à fait une structure hexagonale. Question, comment elle fait? 3 possibilités. Première possibilité, allez, on va dire l'animal, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé de faire une structure hexagonale. Donc il a un plan, il construit son nid, etc. Et c'est le bestiau lui-même qui fait la structure. Deuxième possibilité, c'est que l'animal se dit, ah, on va jouer à l'économie. C'est comment optimiser la surface de construction pour optimiser la surface en nombre d'alvéoles. Et comment utiliser le moins de matériaux possible, parce que finalement, l'ouvrière, c'est elle qui le produit, c'est une sécrétion glandulaire. Vous imaginez le côté dépense énergétique, c'est énorme. Donc l'animal, peut-être qu'il se dit, outre qu'il n'y a peut-être pas de plan, il va essayer d'optimiser les choses. C'est une sacrée mathématicienne, en fait. Ou alors, troisième exemple, troisième possibilité, eh ben, l'animal, c'est pas lui qui décide, c'est la physique qui décide. C'est simplement que quand il construit ses alvéoles, eh ben, celle-ci, en raison de force de tension, ça acquiert une structure hexagonale. Alors, première question, on va répondre à tout ça. Est-ce que l'animal a un plan? Autre façon de voir les choses, est-ce qu'il y a un maître de travaux, un chef de travaux dans la colonie, qui dit à toutes les ouvrières, construisez comme ci, comme ça, comme ci? Eh bien, la réponse est non, évidemment. Vous avez par exemple ce monsieur dans les années 50, Pierre-Paul Grasset, qui avait travaillé sur des insectes sociaux comme les termites, et il avait montré qu'en fait, la construction n'était pas liée à un plan. C'est simplement un système d'auto-organisation entre individus. C'est-à-dire, ce n'est pas les individus qui vont décider de la construction, c'est l'inverse. C'est en fonction de la construction qui représente un véritable stimulus pour les ouvrières, qui va faire qu'on va recruter de plus en plus d'ouvrières pour effectuer la construction. Donc, il n'y a pas de plan. Donc, il y a un aspect peut-être génétique et épigénétique qui permet d'avoir telle ou telle structure de nid, en fait. Deuxième point, alors, est-ce que c'est une optimisation de la surface et de la quantité de matériaux de construction, c'est-à-dire la cire, à utiliser? Alors, il y a eu des études, là, je vous montrais un exemple en mathématiques, où les mathématiciens s'étaient posé la question, c'est si je fais un nid en carré, en rond ou en triangle ou en hexagone, qu'est-ce qui me permet de construire le plus grand nombre d'alvéoles par unité de surface en consommant le moins de matériaux? Bon, ils ont modélisé tout ça. Alors, ne me dites pas comment, moi je ne suis pas très doué en maths, je ne vous expliquerai pas. Mais ils ont réussi à montrer une chose, c'est que la structure hexagonale, c'est le top. C'est la meilleure structure pour optimiser les choses, pour une surface donnée. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que l'abeille, elle était au courant de la chose? Pas forcément. Parce que troisième aspect, est-ce que c'est lié à de la physique? Eh bien, la réponse est oui. Il y a optimisation, c'est vrai, mais Mère Nature fait bien les choses, mais c'est lié à la physique, hein, quelque chose de tout à fait naturel, qui n'est pas lié à l'ouvrière, qui n'est pas lié aux abeilles. Si vous regardez une galette ici, vous avez la périphérie d'une galette ici, et là on va vers le centre, ben, si vous faites attention, les alvéoles en périphérie sont circulaires. Et plus on migre vers le centre de la galette, plus les alvéoles acquièrent cette structure hexagonale. En fait, quand une ouvrière construit une alvéole, après elle va en construire une deuxième à côté, une troisième, une quatrième, etc. Eh bien, le fait d'entourer la première alvéole qui est circulaire, avec d'autres alvéoles, le fait d'accrocher, c'est comme un système de bulles dans votre bain, si vous faites ça, par exemple, eh bien, en fait, vous allez avoir des forces de tension superficielle au niveau des parois qui vont s'étirer, et du coup, on va avoir une structure avec une alvéole centrale et plusieurs autour qui donnent une structure à 6 côtés. C'est tout simplement la physique qui permet ça. Donc l'abeille, elle y est pour rien. Et les guêpes qui font des nids en papier, non pas en cire, les frelons qui font aussi des nids en papier, eh bien, font aussi des structures alvéolaires à 6 côtés comme l'abeille pour exactement les mêmes raisons.
c'est-à-dire force de tension superficielle, les forces de tension au niveau des parois, entre chaque alvéole, qui fait que ça donne des structures hexagonales. Donc voilà ce que je voulais vous dire, moi, au niveau de la biologie des abeilles. Et pour terminer, on va discuter qu'est-ce qu'on peut en faire finalement. Pourquoi il y a des apiculteurs? Pourquoi finalement je m'y suis mis? Parce que j'ai un copain apiculteur qui a fini par me convaincre. Alors on va parler un peu apiculture. Alors attention, apiculture, très light. Ce que j'ai fait, c'est light. On va faire pareil au niveau apiculture. Alors un peu d'histoire. Depuis quand on leur vole leur miel aux abeilles? Parce que franchement, si je faisais un sondage, ceux qui aiment le miel, je disais levez la main, je suis sûr que plus de la moitié, vous allez lever la main. On est tous junkies au sucre. On est génétiquement programmés pour ça. On adore ça. Et nos ancêtres, c'est pareil. Vous avez un exemple ici. Alors, c'est une représentation que je vous ai faite d'une gravure rupestre qu'on trouve dans le nord de l'Espagne, qui a plus de 10 000 ans, en fait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage humain qui grimpe le long de cordages, on dirait, qui est devant une cavité et qui pique quelque chose, en tenant ici une structure type un panier, et on a des gris-gris qui tournent autour. Et bien ça ressemble à quoi? C'est tout simplement ce qu'on voit ici au Népal, par exemple, c'est-à-dire des apiculteurs qui vont collecter du miel. Alors, ce n'est pas l'apiculture avec l'élevage, attention. C'est l'apiculture où on va collecter sur le terrain, c'est les chasseurs-cueilleurs en quelque sorte, on va cueillir du miel sur des colonies sauvages. Et bien en fait, ce qu'on avait ici il y a plus de 10 000 ans, on a encore dans certaines régions du monde, notamment en Asie, exactement la même chose. Donc, le fait d'aller piquer du miel aux abeilles, ça remonte super loin. Et je dirais même en utilisant la cire, le miel, il y a des archéologues qui travaillent dessus, on retrouve des traces partout en Europe, dans des anciens villages, par exemple. Alors ensuite, finalement, on est sur de la cueillette, et petit à petit, comme on est devenu des sédentaires, on va faire de l'agriculture. Vous avez un exemple ici, donc là c'est en Égypte, c'est 2400 ans avant JC, c'est dans une tombe, vous avez les noms ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnages en train de manipuler des produits avec des jarres, et qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit des abeilles. Donc il semblerait, alors ça remonte, comme je disais, si on fait le compte à partir de maintenant, plus de 4000 ans qu'on fait de l'élevage d'abeilles. Et l'abeille a très bonne presse. Si je vous demandais à tous, parmi le monde des insectes, quels sont ceux que vous aimez? Classiquement, c'est rare, vous allez me répondre des moustiques, alors vous êtes vraiment des masos. Vous n'allez pas me répondre des mouches, il y a peu de chance. Est-ce que vous me répondrez des frelons, comme moi je pourrais faire, parce que j'aime beaucoup ce genre de bestioles, il y a peu de chance. Le premier insecte auquel vous avez pensé qui est relativement sympathique, c'est l'abeille. À cause, parce que vous êtes des junkies. Vous aimez lui piquer, lui bouffer son miel. Et tous les autres insectes ont moins bonne presse, ceci dit. Et le fait des abeilles, on les trouve un peu partout dans notre culture. Là, je vous montre un pendentif qui remonte au XVIIe siècle avant JC, ça c'est en Crète. On voit sur ce pendentif 2 abeilles. Enfin, a priori, 2 abeilles. On peut imaginer que ce sont des abeilles ou des guêpes, mais en général, il y a plus de chances que ce soit des abeilles. Pardon. Et si on regarde un peu dans notre culture en France, par exemple, l'abeille, est-ce que ça vous parle quand je parle de royauté, des choses comme ça? Ou je parle de Napoléon, l'abeille est super presse, on la trouve partout. Après, on peut s'amuser à regarder dans plein de cultures différentes. Alors, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, d'abord je ne suis pas compétent. On en trouve, mais partout, et toujours avec une image positive. Sauf en lutte, j'allais dire, en armement biologique. Au Moyen-Âge, et un peu avant, quand vous avez un château assiégé par des gens, ils avaient la bonne idée de bazarder sur les gens qui attaquaient, ou même parfois ils faisaient même l'inverse, des colonies de guêpes et d'abeilles. Comme ça, les colonies s'éclataient au milieu des soldats, les abeilles ou les guêpes sortaient, et elles n'étaient pas contentes. Bon, ça c'est le côté un peu moins positif, mais utile en termes de combat. Bon, parlons maintenant apiculture. À quoi ressemblent les ruches? Comment on va élever notre bête pour lui piquer son miel? Donc en fait, il y a plein de choses. Alors je vais vous montrer un peu en pagaille des choses. Là, je vous montre ce qu'on appelle un mur à abeilles. C'est une photo que j'ai prise dans la Manche, une structure qui a été restaurée. Donc en fait, les apiculteurs à l'époque, alors je ne sais pas quand ça remonte, je ne m'en souviens plus, ils avaient construit une structure et des loges protégées de la pluie, et dans chaque loge, ils positionnaient une ruche. Donc ça existe à différents niveaux. Par exemple, en Alsace, une photo que j'ai faite également, vous avez des bâtiments, des cabanes à abeilles. Vous avez ici une cabane, à l'abri derrière, vous avez des ruches, et des sorties pour les abeilles. Par contre, ceux qui sont sur Teams, coupez votre micro, parce que j'entends un gamin qui crie. Pour moi, ça ne me gêne pas trop, mais bon.
Donc on peut avoir ça, on peut avoir, j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi, une grange à abeilles. C'est-à-dire il y avait un monsieur dans une ferme, une grange qui ne servait pas à grand-chose, il a positionné devant toutes ses fenêtres des ruches. Donc elles sont à l'abri et elles peuvent bosser pour le bien-être de l'apiculteur. Alors parlons un peu ruches. Alors les ruches, on peut les mettre à l'abri. Bon, il y a plein de structures, on pourrait parler pendant des heures sur comment c'est fait dans différents pays. Il y a des structures en pierre en Espagne ou alors dans le nord de l'Afrique qui sont avec des colonies posées dedans qui sont assez exceptionnelles. Mais parlons un peu ruches. Comment elles sont faites? De manière très simple, il y a deux types de ruches. Vous avez des ruches qu'on appelle horizontales et des ruches verticales. Alors, les ruches horizontales, il faut imaginer, c'est un cylindre posé au sol, par exemple. Alors, il y a plein de matériaux qui sont utilisés pour ça. Et les ruches verticales, c'est à l'inverse, notamment des ruches troncs, comme on l'appelle ici. Donc, un tronc de châtaignier avec une pierre de l'os posée dessus. Un peu plus simple. Mais selon les manières de faire, on peut avoir plein de choses différentes. Alors, par exemple, si je vous montre des ruches horizontales qu'on trouve plutôt en Afrique, donc là, au Burkina Faso, vous voyez, c'est des ruches qui ressemblent un peu à de la paille qui ont été faites, bouchées avec de la terre glaise. Ici, idem, posé dans des arbres. Et vous connaissez peut-être la ruche cagnane, qui est en bois. On peut ouvrir le toit pour aller accéder aux galettes des abeilles pour leur piquer un peu leur miel. Enfin, je dis souvent piquer le miel, mais j'exagère. Mais c'est un fait. Pour les ruches verticales, bon, vous avez les ruches troncs typiques qu'on peut voir en France, mais également, si on va un peu plus loin dans le temps, on a des ruches, comme on voit ici en paille, soit brutes, et on met ça dans un bâtiment pour protéger la paille contre les intempéries, ou alors on va recouvrir la ruche avec de la glaise ou de la bouse de vache mélangée avec de la paille, tout simplement pour étanchéifier la structure et isoler la colonie de son environnement. Et on a des textes relativement anciens, ici c'est un texte du XIVe siècle, où on voit ces fameuses ruches en paille en France. Donc en fait, pour être très simple, il y a pléthore de façons de faire. Mais comment on fait maintenant? Restons modernes. Vous avez là vous voyez un peu un exemple de Montrichet, vous avez des ruches d'Ardent, donc en bois, et à l'intérieur, vous avez simplement des galettes qui sont positionnées dans des cadres verticales sur lesquels les abeilles vont pouvoir construire. Et quand on veut qu'elles produisent de miel, quand la ruche est bien forte, elle a bien stocké de la nourriture, on pose à la surface ce qu'on appelle une hausse, où on met des petits cadres à l'intérieur, et les abeilles, parce qu'on bloque la reine, elle ne peut pas aller dans cette hausse, les abeilles vont stocker exclusivement du miel. Sachant que dans les nids, le miel, ils vont plutôt le stocker en hauteur. Et du coup, elles vont stocker du miel dans la hausse, et quand elles ont fini, on a juste à récupérer la hausse, où il n'y a que du miel. On vire les abeilles, enfin, on leur demande gentiment de partir, et on récupère les hausses pour extraire le miel derrière. Alors, je parle depuis un bon moment de miel, mais finalement, est-ce que c'est le seul produit? Qu'est-ce qu'on va utiliser l'abeille? Parce que finalement, l'abeille, je vous dis, c'est la bonne presse dans notre civilisation, et dans la plupart des civilisations d'ailleurs, mais on peut en faire plein de choses. On peut récupérer du miel, on peut récupérer de la cire, de la propolis, on peut faire de l'acupuncture avec des abeilles ou des guêpes ou des frelons, je vous montrerai après, ou alors on peut respirer l'odeur de la ruche. Donc des choses très alimentaires, des choses un peu variables, différentes, vous verrez après, et ici des choses qui touchent à la santé. Alors, au niveau alimentaire, le premier produit que vous connaissez bien, c'est le miel. C'est ce joli produit magnifique qu'on met en pot, qui est extraordinaire. Et effectivement, quand je parle du miel, j'ai tort. Je devrais parler plutôt des miels. Vous n'avez pas un miel qui a un goût identique à un autre miel. C'est-à-dire que selon le nectar que les abeilles ont récupéré de la nature, c'est-à-dire c'est un miel monofloral, on va avoir un goût spécifique. Et si ensuite elles font des mélanges de nectar de différentes fleurs, on va avoir un miel polyfloral et qui aura un goût foncièrement différent. Et le goût va dépendre du pourcentage de chaque type de nectar qui vient de chaque type de fleur. Donc c'est un produit que vous connaissez bien, que vous devez consommer régulièrement, j'imagine. On a la cire aussi. Je vous ai dit que les abeilles... J'ai bientôt fini en fait. Je ne dépasse pas le temps? C'est bon? Je vous disais que les abeilles construisaient leur nid à base de cire. Eh bien, cette cire, on l'utilise depuis super longtemps. Et je dirais même des milliers d'années, je dirais à partir d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de la cire? C'est-à-dire, on peut récupérer la cire sur les ruches, on peut la faire fondre, faire des pains de cire comme on a ici. Et ça sert classiquement à faire quoi? Ce sont les feuilles de cire gaufrées
que les apiculteurs utilisent pour mettre sur les cadres qu'ils vont mettre ensuite dans leur ruche. L'intérêt, ça donne un support pour les abeilles. Elles ont juste à construire des alvéoles dessus, donc elles vont économiser du temps, économiser de l'énergie, des ressources, et du coup, elles stockeront plus rapidement les miels. C'est un peu intéressé, on va dire. Et elles vont faire ce genre de trucs. Mais à partir de la cire, on peut faire plein de choses, notamment des bougies. Alors, ça date depuis le Moyen-Âge, ce truc-là. C'est-à-dire, dans le Moyen-Âge, vous aviez, si on était le bas peuple de base, on pouvait avoir des bougies pour s'éclairer, mais c'était fait avec de la matière grasse animale. C'est-à-dire, ça éclairait peu, ça faisait une jolie fumée noire et ça puait. Super. Par contre, les gens un peu plus aisés, c'est-à-dire, faut dire simplement les choses sont froidement, les nobles et le clergé, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ben, ils faisaient faire des bougies à partir de cire. Ça éclairait mieux, pas de fumée, et ça sent bon. Donc un paquet d'avantages. Et après, la cire, bon, on peut s'en servir pour plein de choses. On peut s'en servir pour faire des sculptures, on peut faire aussi de la peinture en protégeant des zones et de la cire, après on enlève et on remet une autre couche de couleur. Il y a plein d'applications avec la cire. Mais, autre application, alors c'est pas avec la cire, je dévie un peu du sujet. Si on parle de la structure alvéolaire... Oula. J'ai un écho. Si on parle de la structure alvéolaire d'un nid d'abeille, d'un nid de guêpe ou de frelon, eh bien on peut s'en inspirer pour faire des matériaux d'intérêt, notamment des structures sandwich, des panneaux sandwich. C'est-à-dire en aluminium, on peut faire des structures qui ressemblent à ça, hein. C'est un nid d'abeille par exemple. On colle sur les deux faces du contreplaqué par exemple, et vous avez une structure qui est super rigide, qui est super légère, et surtout qui est d'une solidité, j'allais quasiment à toute épreuve. Et selon les matériaux que vous avez utilisés, vous pouvez faire des choses légères, rigides et solides, super intéressant pour faire, je ne sais pas moi, des structures que vous avez dans vos ordinateurs par exemple, forcément des structures alvéolaires. On peut faire des structures pour les satellites, du blindage, enfin il y a des applications, même pour les hélicoptères, il y a des applications nombreuses. Autre application aussi, le nez du TGV. Par exemple, vous avez une structure dedans aussi en alvéolaire, je ne sais pas quelle composition, je ne me souviens plus, mais c'est ce qu'on appelle des blocs d'absorption de choc. C'est-à-dire que la structure alvéolaire, elle est face au trajet du TGV, et l'idée, c'est que si le TGV se chope un choc frontal sur un obstacle, eh bien, ça va écraser la structure alvéolaire, et toute l'énergie du stock va être absorbée par l'écrasement de la structure alvéolaire. C'est ce qui fait que vous sauvez la vie de vos clients derrière, qui sont les passagers. Et aussi, j'espère, le conducteur. À côté de ça, on a parlé du miel, on a parlé de la cire, mais il y a plein d'autres choses intéressantes. C'est comme le cochon, tout est bon dans le cochon, soi-disant, mais dans l'abeille, tout est bon aussi. Eh bien, vous avez aussi la propolis. Alors, la propolis, c'est une matière un peu particulière, c'est-à-dire que les abeilles vont aller récupérer de la résine sur des arbres, elles vont y rajouter des sécrétions glandulaires, et elles vont positionner ça sur le nid pour boucher des trous, par exemple, pour éviter que de l'air rentre. S'il y a une abeille ou une souris ou un papillon qui est rentré, qui est mort, donc une source potentielle de maladie, elles vont l'entourer de propolis. Et la propolis, c'est une structure qui est vraiment intéressante parce que ça a des activités antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires, antifongiques, antioxydantes, etc., etc. Ça veut dire que c'est vraiment très intéressant pour protéger les individus. D'autant plus intéressant que maintenant, des gens récupèrent de la propolis et vous la commercialisent comme étant un produit à prendre pour stimuler vos défenses immunitaires, pour lutter contre les maladies type, on ne peut pas dire Covid, ça serait une belle bêtise, mais contre les rhumes et tout ça. Alors après, dans ce monde médical, je vous cite l'idée, mais m'en demandez pas plus, parce que franchement, moi je ne suis pas médecin, et après, je n'ai pas fait de littérature scientifique pour vérifier la véracité de ces choses. Mais en tout cas, ça, il y a eu quelques études là-dessus. Si vous allez faire un petit tour en Chine, il y a encore mieux. Tiens, le monsieur ici, c'est une des photos que j'ai faites il y a 2 ans maintenant, avant le Covid. Eh bien, le venin d'abeille, vous connaissez ça, l'apithérapie. L'apithérapie, chose que je vous déconseille fortement, hein, surtout si vous êtes allergique au venin d'éminotaire, les gens vont se faire injecter du venin pour soulager contre différents maux. Alors, il semblerait que oui, ça a un effet. Il semblerait, je ne suis pas allé lire les articles. Eh bien, en Chine, ils font pareil, et ils font même mieux, ils utilisent des guêpes pour le faire, voire même des frelons. Et ce que moi j'avais assisté, c'est que dans un centre ici, ils font des piqûres avec des frelons. Là, j'ai un collègue qui se faisait faire pareil, sur des points d'acupuncture. Alors c'est assez marrant parce que d'abord, ils piquent la personne rapidement,
il surveille le patient, on va dire. Il le surveille pendant une demi-heure pour voir s'il survit. Parce que franchement, ils prennent la tension et tout le tralala. Et si la personne est encore guillerette, rebelote, boum, ils repiquent sur la zone. Et après, ils offrent la guêpe ou le frelon au patient qui peut repartir avec. Bon, je n'ai pas essayé. J'avais un collègue qui m'avait déconseillé d'essayer à l'époque, donc je n'ai pas fait. Après, il y a d'autres produits. En Chine, vous avez aussi des crèmes, Bivenom, ou d'autres types de crèmes à différentes formulations. Et ça sert pour plein de choses. Alors, ne me demandez pas si ça marche ou pas. J'ai essayé. Bon, là, je me suis dit, il n'y a pas de danger. Soi-disant, pour les douleurs articulaires, j'avais un problème il y a 2 ans, j'ai essayé avec. J'aurais pu pisser dans un violon, c'est pareil. Hein. Ou alors, je n'ai pas utilisé la bonne dose, je ne sais pas. Mais enfin, je ne suis pas totalement convaincu. Et enfin, pour terminer, vous avez aussi les gens qui... Alors ça, on le trouve plutôt en Europe de l'Est. Ils ont développé ça. Alors, il y a des gens en France qui ont commencé à proposer ce genre d'activité. Vous avez une ruche ici, et l'idée, c'est de respirer l'odeur de la ruche. Il a été montré, alors, je reste conditionnel, c'est que ça pourrait avoir un intérêt pour traiter contre l'asthme, par exemple, contre tous les problèmes respiratoires. C'est-à-dire que dans la ruche, vous imaginez, il y a 20 000, 30 000, 40 000 ouvrières, il y a la reine et tout ça, donc ça grouille de vie. Les bestioles vont émettre des molécules, des phéromones, et il semblerait que certaines molécules volatiles dans la colonie pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé, quand on a des problèmes respiratoires. Alors je dis pourrait, parce que je n'ai pas lu d'article scientifique sur la question. Donc voilà, je voulais d'abord vous remercier pour votre attention, malgré l'atout de certains. J'espère que le sujet vous a intéressé. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux répondre, ce sera avec plaisir.